Bonjour à tous, deux invités dans cette émission ce matin. D'abord en sport, Ali Moumouni, comme les jeudis matins, vient avec un invité que vous connaissez certainement, que vous avez connu sous les couleurs nationales du Bénin, Maxime Aguet. Le nom doit certainement vous dire quelque chose. International béninois de football et gardien de but des Écureuils, devenu aujourd'hui les Guépards. Il est conseiller au niveau d'une organisation de football professionnel et nous dira ce qu'il fait pour la promotion de jeunes talents béninois. Notre deuxième invité vient du secteur du livre au Bénin. Prudentielle Baguidi est présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin. Avec elle, nous allons échanger sur la santé du livre au Bénin au lendemain du 20 mars 2024 consacré à la francophonie. Elle vient de participer aussi à un forum sur la chaîne des valeurs et des acteurs du livre et de sa prospérité, et nous en parlera. D'autres rendez-vous que vous connaissez, est propre à la matinée du jeudi sur cette émission, le point de l'actualité sur le net avec Florence Bossa tout à l'heure et l'instant droit avec William Cliquant seront donc au rendez-vous. Bienvenue à tous. Fraternité nous propose un titre sur l'actualité au niveau du campus universitaire. D'abord, Mekalavi, retrait des actes académiques à l'UAC, lourdeur administrative. Les étudiants sont pénalisés, a dénoncé le journal en manchette ce matin. Et puis, entretien avec Rosaline Aounou de l'ONG Bifri Action. Il n'y a pas de bien-être social sans un environnement sain et une bonne éducation. A signalé cette dame, reconnaissance de mérite en sport. Le groupe Nobila distingue Noélie Yarigo et plusieurs athlètes filles. Un peu plus en bas, je ne sais pas si votre écran vous permettra de lire. En tout cas, je vous aide dans ce sens. Voix d'homme maintenant. Blessé au cœur, Djibril Diallo sans langue de bois. Précision page 6 et puis mesures en faveur des enseignants. Les AME remercient le gouvernement. Passons maintenant à matin libre, politique budgétaire et éthique. Et si les États africains se référaient à la brillante étude de Jonathan Haïd, une réflexion de Rekia Madougou. Nous sommes avec le matinal, interdiction de dotation individuelle en carburant aux fonctionnaires de l'État. À la page 2, vous allez découvrir qu'il y a des syndicats qui protestent contre cette mesure-là. La Nation, Porto Novo, Ville Verte, un projet novateur financé par l'AFD et puis Nord-Sud quotidien, dans l'autre quotidien, pardon. Amélioration des conditions de travail des AME. Le gouvernement impulse la vocation enseignante. Le matin, amélioration des conditions de vie des aspirants au métier de l'enseignant. 10 milliards par an pour impulser la vocation enseignante au Bénin. Bactéries de mesure en faveur des AME, la gratitude du CR SAMP à l'endroit du gouvernement et des organisations syndicales. Les 4 vérités, la fiche du jour, pardon. Projet d'appui et d'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. La mairie de Porto Novo et le programme participent au DEL, sortent 44 jeunes du chômage. Dabarou, info maintenant, consacré aux tâches ménagères. C'est une justice que de rémunérer le travail des femmes au foyer. Et ça, c'est l'avis de la présidente de l'INF actuellement. La tribune de la capitale, amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au Bénin. Les enfants des AME désormais à l'ombre du hautement social. Gaskiani Info est toujours dans cette même veine-là. Après les AME et les collectivités locales, le panier de la ménagère attend toujours à signaler le quotidien. L'événement du jour, Wilfried Léon Mbedji au sujet des élections générales de 2026. Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance. Fraternité maintenant pour la deuxième lecture. Retrait des actes académiques à l'université d'Abomey-Calavi. Lourdeur administrative, les étudiants pénalisés. Entretien avec Rosaline Aounou de l'ONG Bifrey Action. Il n'y a pas de bien-être social sans un environnement sain et une bonne éducation. Et puis un peu plus en bas, reconnaissance de mérite en sport. Le groupe Nobila distingue Noélie Yarigo et plusieurs athlètes à filles.
Et puis, voix d'homme blessé au cœur, Djibril Diallo sans langue de bois. Un dernier titre, le temps de boucler ce tour d'horizon rapide. L'information à la une des quotidiens ce matin, mesure en faveur des enseignants. Les AME remercient le gouvernement. Voilà donc ce qu'on peut retenir des informations proposées par les quotidiens dans leur production ce matin en leur une. À l'intérieur de Fraternité, la manchette qui pourrait vous intéresser, il y a une lourdeur administrative au niveau donc de l'université d'Abomey-Calavi. Et ceux qui sont pénalisés, ce sont les étudiants, nous apprend le quotidien, qui met un accent sur le ras-le-bol même du recteur qui est fâché contre cette situation. Il est assuré que le problème a été décrié par le président de la FNEM lors de la cérémonie du bilan de l'an 2 de l'équipe rectorale. Et dans sa réponse, le recteur professeur Félicien Avlessi semble décidé à en finir. Dans un premier temps, il envisage de faire la liste de 16 entités où la situation perdure. J'ai sommé un chef d'entité avant-hier et je l'ai mis en garde que si les actes ne sont pas délivrés, il y aura problème, a dit le premier responsable de cette université. Achetez Fraternité, informez-vous sur cette affaire-là. Informez-vous aussi, imprégnez-vous de cette interview accordée donc par Rosaline Aounou sur la question de l'environnement et de la santé, de la bonne éducation. Elle dit qu'il n'y a pas de bien-être social sans un environnement sain et une bonne éducation. Alors, quels sont les liens qu'on peut faire entre ces trois éléments? L'interviewé de Fraternité vous propose son avis dans les détails, notamment à la page 3 du quotidien, dans sa production de ce matin. En sport, il y a que Noël Yarigo a fait un tour chez lui au Bénin après son sacre dernièrement. Sa médaille de bronze décrochée au championnat mondial d'athlétisme en salle. Eh bien, le Bénin l'a gratifié. Vous avez donc sur votre écran l'image qu'il la célèbre à son arrivée à Cotonou. C'était donc avant-hier, ou hier, pardon. Et donc, elle a reçu les hommages de la nation. On parlera en tout cas de tout cela tout à l'heure dans Sport Matin avec Ali Moumouni qui nous propose par ailleurs d'avoir au téléphone par ici Maxime Aguet pour nous parler de la promotion de jeunes talents. On dira deux mots à ce propos. L'actualité en interne, notamment sur l'Afrique. Vous avez des détails sur la présidentielle au Sénégal à la page 9 du quotidien, justement parlant de présidentielle au Sénégal. Ce sera notre sujet de discussion ce matin. Comment est-ce que cela se passe là-bas à Dakar et quel pourrait être l'impact, je dois dire, du principal opposant Macky Sall sur l'issue de la présidentielle annoncée pour dimanche prochain. Les débatteurs donneront leur avis. Allez, maintenant on va passer au bulletin de l'information avec la présentatrice dès jeudi matin. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Vous nous présentez le bulletin ce matin et justement à ce rendez-vous d'information, on aura les images du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui était hier dans les locaux d'Esmer Academy, c'est à Lada, dans le département de l'Atlantique. Il est allé à la découverte du champ scolaire photovoltaïque de production d'énergie électrique implanté sur le site. Constat à faire avec le ministre en question. Et puis Cotonou qui invite depuis hier une réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace sud-Yao. La rencontre a mobilisé plusieurs experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Son objectif est d'examiner les projets de fortification alimentaire à grande échelle mis en œuvre dans la sous-région. Voici le bulletin. On vous embarque tout droit vers Alada. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a été impressionné, Ingrid, c'est le moins qu'on puisse dire, par les offres de formation proposées par Expert Academy. En effet, Tanguy, c'était hier lors de sa visite sur le site d'Alada dans le département de l'Atlantique. Il a découvert l'investissement consenti par le promoteur de cet incubateur et accélérateur des projets en énergie. L'autorité ministérielle a apprécié à juste valeur la qualité de la formation professionnelle dispensée aux apprenants pour assurer leur employabilité dans ce sous-secteur. Le point de la descente, c'est avec William Cliquant.
Kwaro Yves Chabi a foulé les 3 grands espaces de ce site d'Esmer Academy à Alada. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle découvre le champ solaire photovoltaïque de production d'énergie électrique implanté ici. L'autorité et sa suite ont aussi visité la plateforme technique de formation en réseau. La visite des installations finit au laboratoire en découverte des appareils qui le composent. Avec tous les équipements que nous avons vus et toutes les explications techniques qui ont été données, je suis heureux de savoir que désormais notre pays peut être compté au rang des pays qui sont en train de contextualiser leur développement. Donc c'est un centre qui peut apporter un plus, qui peut appuyer réellement cette ambition de notre gouvernement dans le domaine de la formation technique et professionnelle dans notre pays. Le niveau d'investissement et la qualité du matériel disponible dans le centre privé de formation professionnelle et d'apprentissage en énergie renouvelable impressionnent le ministre en charge du sous-secteur. La création d'Esmer Academy s'est inscrite dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons pris du temps pour préparer cette contribution que vous voyez aujourd'hui devant vous. Donc une plateforme technique qui permettra donc de former les jeunes, de renforcer les maîtres artisans et de former surtout les formateurs de notre sous-secteur dans les métiers de l'électricité, de l'électronique, des énergies renouvelables, du froid et de la climatisation. Parce que ce que j'ai vu ce matin est tout simplement impressionnant. Je disais tantôt au PDG que nous avons l'habitude de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour voir ce qui se passe ailleurs, pour s'en inspirer. Alors qu'à côté, il y a des choses merveilleuses. Alors, juste à côté de nous, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Monsieur le PDG, je vous dis tout simplement félicitations pour ces prouesses. Je sais que ce n'est pas facile. Et également, merci pour ce que vous offrez à la jeunesse béninoise. Tout ce qui est technique, vous devez savoir que le recyclage, la formation constitue un élément très très important dans le rendu des prestations de ces techniciens. La visite de l'autorité ministérielle marque l'engagement du gouvernement à soutenir cette initiative qui outille les apprenants aussi bien en formation initiale que continue pour les techniciens déjà en exercice. À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage célébrée chaque année, la Société de gestion des déchets et de la salubrité a organisé une campagne de tri et de recyclage des déchets réutilisables au sein du marché d'Antokpa. Cette activité a pour but de sensibiliser les usagers du marché sur la bonne pratique et la bonne utilisation des déchets. Hugues Fingbe et Moufrid Sabouran pour les précisions. Équipe numéro 1. Une activité peu ordinaire ce matin au cœur du marché d'Antokpa. Tous vêtus d'un gilet jaune, des agents de terrain de la Société de gestion des déchets et de la salubrité sont rassemblés sur cette place. Cette mobilisation se justifie par le lancement d'une campagne de tri au sein du marché, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage célébrée le 18 mars. Notre objectif en initiant cette campagne de tri au sein du marché, c'est d'éduquer la population, c'est de faire comprendre à nos frères et sœurs, aux exploitants, que tout ce que nous qualifions de déchets n'est pas nécessairement déchets, mais constitue des matières premières pour d'autres types de matériaux. C'est-à-dire que ce qui est utilisé une fois qui est rejeté peut être réintroduit dans une autre chaîne pour permettre d'avoir de la valeur ajoutée sur un autre produit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et la seconde raison également, c'est de sensibiliser nos frères et sœurs, nos concitoyens, les exploitants, à la bonne gestion des déchets. Nous allons ramasser séparément les canettes, les bouteilles, les plastiques, les cartons pour les traiter ensuite. Plusieurs autorités de la mairie de Cotonou ont pris part au lancement de cette campagne qui est déjà en cours dans les communes du Grand Nokoué.
repose aujourd'hui sur le suivi des activités de la SGDS au niveau du territoire. Aujourd'hui, avec la création de la SGDS, la gestion même, l'organisation même est faite par la SGDS. Et puis les mairies bénéficiaires suivent avec la SGDS pour pouvoir améliorer le travail qui est en train d'être fait au niveau des communes respectives. Après la théorie, place à la pratique. Mains recouvertes de gants et équipés chacun d'un sac, les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité mobilisés dans le cadre de cette campagne ont investi le marché d'Antokpa. Leur mission, sensibiliser sur la gestion des déchets ou ramasser tout ce qui est déchets susceptibles de servir de matière première dans un processus de fabrication. La campagne est prévue pour prendre fin au terme de la journée. En image, l'agence pénitentiaire du Bénin réédite la campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des femmes détenues des 11 établissements pénitentiaires du Bénin. L'initiative, qui a sa 2e édition, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et s'étend sur une semaine. Elle ambitionne d'améliorer les conditions d'accès aux soins de santé des détenus. À suivre maintenant ce compte rendu de Teddy Goudalo. Il s'agit de la réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Plusieurs experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé participent à cette rencontre dont l'objectif est d'examiner les projets de fortification alimentaire mis en œuvre dans la région. Ils sont à Cotonou et ce, 3 jours durant, pour mener des réflexions sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Ces participants sont des représentants de l'Organisation ouest-africaine de la santé, de la CEDEAO, des structures étatiques, des organisations de la société civile, des experts en nutrition et santé et bien d'autres. Tout ce que nous sommes en train de faire ici vise justement à trouver ensemble un consensus. Comment avancer sur donc, la fortification des aliments. Et vous avez remarqué que, comme le disent, il y a un certain nombre d'aliments aujourd'hui déjà. Quand vous parlez du sel iodé, on a retenu le sel, par exemple, pour l'ionisation. Nous avons retenu, par exemple, l'huile pour la vitamine A, ainsi de suite. La présence de la CEDEAO, c'est pour permettre justement d'avoir des normes qui soient harmonisées au niveau régional. Et nous voulons contribuer à travers le programme de fortification alimentaire à améliorer certains aliments que nous appelons des véhicules, que ce soit du riz, de l'huile végétale, que ce soit du sucre, que ce soit du sel, pour certains aliments et micronutriments, afin que la population puisse consommer cela à grande échelle et contribuer ainsi à réduire tous les méfaits liés à la sous-alimentation et à la malnutrition. Ils sont appelés à partager les réalisations des projets de fortification à grande échelle mis en œuvre en Afrique de l'Ouest au cours de l'année dernière, effectuer une analyse des projets existants de fortification des aliments à grande échelle. Il sera surtout question de proposer des actions à repliquer des pistes de plaidoyer pour la durabilité et la stratégie de fortification dans l'espace CEDEAO. En effet, la carence en micronutriments clés, notamment le fer, la vitamine A, l'acide folique, le zinc et l'iode, reste encore à un niveau alarmant, aussi bien chez les enfants que chez les femmes en âge de procréer. C'est au regard de cette situation que l'enrichissement alimentaire à grande échelle et une opportunité a été retenue comme un moyen porteur pour remédier aux carences nutritionnelles à grande échelle, car elle permet, sans changer les habitudes alimentaires, d'améliorer les valeurs nutritionnelles des aliments. La fortification alimentaire à grande échelle est une stratégie efficiente pour prévenir les carences en nutrition et améliorer la santé globale des populations. Et voilà, c'est sur ces images que prend fin cette session d'information Tanguy Agoy.
Ingrid, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, vous verrez par ici Wahab Ali Kouara qui va vous aider justement à composer l'actualité de la journée du vendredi aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin, notamment de cette émission, la matinale sur la 3. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports. Comme je l'ai annoncé, on aura au téléphone ce matin, en tout cas dans la rubrique Sport Matin d'Ali Moumouni, Maxime Aguel, l'international footballeur béninois, qui a joué avec l'équipe nationale quand elle s'appelait les Écureuils. Ali Moumouni, bonjour. Aujourd'hui, on parle des guépards. Bien entendu, on va parler des guépards et des écureuils, bien entendu. On a donc notre compatriote qui est au téléphone ce matin, Maxime Aguel. Maxime, bonjour. Maxime, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Très bien, merci. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin. Plus de l'héritage familial. Alors, on va davantage vous présenter. Vous êtes international footballeur béninois. Vous aviez joué avec l'équipe nationale du Bénin. Vous aviez joué au poste de gardien de but. Est-ce qu'on doit savoir d'autres choses sur vous? Non, c'est essentiellement ça. J'ai fait ma carrière en France. J'ai joué également à l'étranger, en Angleterre, en Grèce, en Belgique. Et j'ai terminé il y a une dizaine d'années ma carrière de footballeur professionnel. Aujourd'hui, à quoi est-ce que vous vous occupez? Aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Donc, je suis comptable et je suis également entraîneur adjoint et responsable des gardiens d'un club à côté de Lille. Et j'ai notamment passé mon diplôme l'année dernière de l'UEFA A. Et là, je passe le diplôme de l'UEFA B des gardiens de but. Et j'ai également mon académie de gardiens de but que j'ai créée il y a 3 ans. D'accord. Alors, on sait tout désormais sur vous, Ali Moumouni? Oui. Maxime Aguel, bonjour. Bonjour Ali. Merci d'avoir accepté et d'avoir décroché notre appel. Il n'y a pas de quoi. Allez, là, on vient de planter le décor avec Tanguy Agoy. Vous êtes ancien footballeur béninois, ancien gardien de but, comme vous l'avez bien précisé. Alors, actuellement, vous êtes également avec l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, qui œuvre pour l'épanouissement du footballeur professionnel du Bénin. Pardon, du footballeur professionnel béninois. Permettez-moi cette redondance. Alors, que pensez-vous d'abord de cette initiative des anciens footballeurs? C'est d'abord une qui a été mise en place il y a 3 ans par l'ancien joueur et président Romuald Boko. L'UNFPB a 4 grandes missions. La première, c'est d'accompagner les joueurs professionnels et anciens professionnels dans leur carrière et après-carrière, de soutenir les bons et les moins bons moments d'un joueur de football, que ce soit les blessures, le problème de paiement, de le conseiller dans ses choix de carrière, dans les contrats qui sont signés, et de le protéger contre les conflits, notamment qui peuvent arriver par rapport au club. On a vraiment un rôle de grand frère, de protecteur, d'accompagnateur, et également on rappelle les droits et les devoirs d'un joueur de football professionnel, qui doit être l'entraînement, les soins, et être à 100% pour son club. Allez, en gros, c'est une initiative pour permettre aux joueurs béninois, sinon professionnels qui évoluent au plan national, de se nourrir de leur métier. Alors, quel est votre regard sur la situation au pays actuellement, avec le championnat à 36 clubs d'une part et de l'autre côté, disons, je dirais peut-être la précarité dans laquelle vivent les joueurs? Aujourd'hui, le football béninois doit d'avoir un championnat de qualité, notamment pour les spectateurs, les sponsors, les clubs, l'avenir des jeunes et l'équipe nationale. Et moi, pour cela, je pense qu'il faut créer un championnat élite, première, deuxième, troisième division, avec des montées et des descentes. Ça va permettre au championnat d'avoir compétition de haut niveau, de faire progresser les joueurs, les clubs, et de faire rayonner le football béninois au niveau des compétitions continentales. Ouais. Alors... Donc pour cela, oui.
Oui, je dis, pour rester dans cette veine, pour vous, n'est-ce pas une initiative que les autorités devraient soutenir? Les autorités font déjà beaucoup avec la création des stades, des subventions. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut statuer sur le rôle et le devoir des clubs. On ne peut pas avoir un championnat compétitif avec 36 clubs. C'est beaucoup trop et ça ne permet pas aux clubs et aux joueurs d'avoir une compétition vraiment de qualité. Et c'est en cela que les autorités doivent statuer sur le championnat et mettre une première division à 14 clubs et ainsi de suite. Donc je pense que les autorités font déjà beaucoup, mais ils peuvent en faire encore un peu plus, justement dans la structure de ce championnat. Allez, pour revenir à ce qui concerne cette association, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, pour vous qui avez joué au haut niveau, vous avez évolué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en France, en Angleterre, précisément avec le Tonton qui est aujourd'hui en Première Ligue. Alors, Massim, quel conseil vous avez à donner aux jeunes béninois par rapport à leur intérêt à l'association? Je pense que les joueurs béninois doivent comprendre que leur intérêt est de souscrire à l'UNFPB. Pour cela, on aura plus de fois pour dialoguer avec les présidents, les autorités et avoir une crédibilité au niveau de la CAF comme la structure de notre association et le poids qu'on puisse avoir. Je pense qu'ensemble, on sera plus fort pour justement obtenir et régler les problèmes que le footballeur béninois rencontre aujourd'hui. Alors, vous avez été professionnel footballeur, ancien international béninois. On ne peut pas parler avec vous sans parler de l'actualité des Guépards actuellement. Le Bénin se prépare pour affronter la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour les fenêtres FIFA de mars 2024. Alors, pour vous, quand vous regardez, comment est-ce que vous interprétez le choix de ces deux grosses nations-là au plan continental? Je pense d'abord c'est une chance et c'est un honneur de rencontrer les deux derniers vainqueurs de la CAN. Mais ça doit certainement être un axe de travail. Et en effet, le Bénin va rencontrer au mois de juin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde le Rwanda et le Nigeria qui est le dernier finaliste de la CAN. Elle doit savoir s'échelonner au niveau continental, savoir quels sont les axes d'amélioration, quels sont les axes de progression. Et en cela, ça ne doit pas être simplement une fête, mais ça doit être vraiment un axe de travail pour les futures échéances du mois de juin. Et donc, le choix de ces deux nations est le meilleur à opérer pour ces journées FIFA? Je pense que l'objectif du Bénin, c'est de se qualifier pour les prochaines compétitions, que ce soit Coupe du Monde ou CAN. Et en affrontant les meilleures nations, on pourra savoir où nous en sommes et ce qu'on doit encore travailler pour pouvoir prochainement représenter le Bénin au niveau international et au niveau continental. Donc je pense que le choix de ces deux matchs, au-delà du prestige, ce sont vraiment deux matchs qui vont nous permettre de tirer des enseignements. Pas de conclusion, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais vraiment des axes d'amélioration pour pouvoir travailler et gagner les deux prochains matchs qui vont être déterminants pour la suite de notre aventure pour les éliminatoires 2026. Alors Massim, on va terminer cet entretien. Votre mot de fin? Aujourd'hui, je pense que le Bénin fait de bonnes choses par rapport aux autorités, avec la création des stades, des subventions. On sent un engouement. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'une équipe comme le Cap-Vert, avec moins de 100 000 habitants, et un pays comme le Bénin, avec 13 millions d'habitants, sa place dans les prochaines échéances, que ce soit à la CAN ou à la Coupe du Monde. On voit l'impact que le football peut avoir sur la population. Et j'aimerais que les autorités, les présidents et tout le pays soutiennent l'équipe nationale pour qu'on puisse rayonner au niveau mondial et puis qu'on fasse montrer
les qualités du Bénin et des joueurs béninois. J'ai envie de voir beaucoup plus de joueurs béninois jouer dans de grands championnats. Et c'est vraiment tout le souhait que je souhaite à notre équipe nationale, à nos joueurs et à nos jeunes joueurs. Merci beaucoup, Massima Gueye. Je rappelle que vous êtes ancien international béninois, gardien de but, conseiller chargé de la reconversion des footballeurs au sein de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin actuellement. Et puis, il faut préciser que vous étiez dans les buts du Bénin lors de la CAN 2004. Et c'était la toute première qualification du Bénin pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir décroché notre appel ce matin. Et bonne journée à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Allez, Tanguy, on va parler des Guépards toujours qui ont tenu les 3e séances d'entraînement. C'était à Amiens hier sur les images que nous proposons. La troupe Guénot Rock qui est au complet depuis hier s'est entraînée une fois encore dans une très belle ambiance. Vous pouvez le voir sur les images entre autres Tidjani, Mohamed et puis voilà, la bande se prépare pour affronter d'ici 2 jours, Tanguy, l'équipe de la Côte d'Ivoire, l'équipe championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera assez intéressant de toutes les façons. Le Bénin se prépare activement du côté de la France pour cette très belle rencontre. On va souhaiter une très bonne chance en tout cas à nos Guépards en leur souhaitant surtout de passer de bons moments d'entraînement et de préparation. Ali, merci beaucoup. On n'a pas dit de mots sur Nouali Yaligo. Oui, Nouali Yaligo est au pays. Donc, voilà. On la reçoit quand? Pour le moment, ça dépend de Nouali Yaligo. On va l'amener à se créer en tout cas de la place pour Actu Matin dans son programme, dans son agenda. En tout cas, je vous fais confiance à lui pour l'amener ici. Bonne journée. Merci Tanguy, à demain. Mesdames et messieurs, on va consulter maintenant l'actualité, cette fois-ci sur le net. Allez, nous sommes maintenant à l'étape de l'actualité sur le net. Florence Boussa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Et on consulte l'actualité désormais sur Internet aussi. Alors Tanguy, l'actualité cette semaine sur la toile reste dominée par les avancées connues dans le domaine de l'éducation et la politique. Voici le point de notre immersion dans l'univers des réseaux sociaux pour le compte de cette semaine. Démarrons par cette actualité lors du Conseil des ministres tenu ce lundi 18 mars 2024, présidé par le chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises en faveur des aspirants au métier de l'enseignement. Ainsi, la rémunération des ME passe de 11 à 12 mois. Dès cette année scolaire, ils bénéficient d'une assurance maladie similaire à celle des fonctionnaires de l'État. Une prime d'engagement pour service d'intérêt national de 20 000 par mois leur est également accordée avec effet dès le mois de mars en cours. Quant à leurs enfants, ils ne payeront plus les frais de scolarité et ce n'est pas tout. Les ME de sexe féminin ont droit à des congés de maternité. Selon les internautes, ces mesures sont louables, mais ils exigent le reversement de ces ME en agents contractuels de droit public de l'État. Voici quelques-unes de leurs réactions. Cette initiative est salutaire. Merci beaucoup au gouvernement. Cela montre comment le deuxième mandat du président est hautement social. C'est un bon président qui prône l'excellence dans l'administration publique. Si le Bénin avait connu tôt M. Patrice Talon, beaucoup de jeunes brillants, bourrés de talent, ne seraient pas dévoyés de leurs rêves. Cette nouvelle mesure va nous permettre de vivre comme des enseignants. C'est un effort. Mais n'oubliez pas que ces ME sont en train de vieillir et bientôt, ils seront nombreux à avoir 40 ans. S'il fallait les insérer à partir de 40 ans, avec les nouveaux tests, ce seraient des contrats transitoires. C'est déplorable. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement au sujet des ME sont salutaires, mais elles visent à contourner leur reversement. Autre actualité, le président Patrice Talon a promulgué la loi révisant le code électoral au Bénin, marquant ici une avancée significative pour le système électoral du pays. Cette réforme, selon les initiateurs, vise à garantir des élections transparentes, libres et équitables, renforçant ainsi la démocratie béninoise. Les citoyens sont appelés à se familiariser avec ces nouvelles dispositions pour garantir le bon déroulement des prochaines échéances électorales. Cette actualité n'a pas laissé indifférents les internautes. Sur Facebook, on peut lire quelques « Géant merci, mon PR. Voilà, vous êtes vraiment le seul depuis 1960
J'espère que les mêmes ne reviendront pas nous dire qu'il y a problème et changer les règles au cours du jeu. Terminons par cette actualité qui agite la toile depuis quelques semaines. La répression policière relative au port de casques et autres infractions routières. En moins de mois, le résultat des interpellations sur les différents axes routiers est impressionnant. Cependant, il se pose la question de l'intégrité des biens roulant saisis lors des contrôles routiers par les agents de la police, selon les internautes. Voici leur réaction. Situés en règle côté casque, plaques et rétroviseurs, certains policiers contrôlent même les pneus et clignotant des motos juste pour te trouver une raison et te prendre la moto ou de l'argent. La police républicaine pourchasse le motocycliste comme un grand délinquant de classe internationale juste parce que dans une rue secondaire, le policier en patrouille sur la moto de la police a aperçu cet individu sans casque. Dans ces motos entassées se trouverait de l'essence qui pourrait être source d'incendie dans le commissariat. Voilà qui est bien résumé, Tanguy, l'actualité sur la toile cette semaine sur présentation de Joanita Achadom. Alors, quand on est sur cette rubrique, faut-il dire, Florence, c'est aussi des images insolites, des vidéos qui font le buzz. Aujourd'hui, vous en avez pour nous aussi. Exactement. Au cours de notre exploration sur la toile, nous avons sélectionné quelques-unes qui abordent les sujets de société en humour. Suivez plutôt. La femelle du coq, c'est un poulet. Oiseau vacances, les petits poulets qui se balancent. Oh, mais comment tu fais ça? Tu marches un peu, tu bloques. Tu marches un peu, tu bloques. Papa! Tu marches un peu, tu bloques. Tu marches un peu, tu bloques. Chakarama! Poulet! Maman! Poulet! Maman! Poulet! Maman! Papa te poulet! Poulet! Maman! Poulet! Maman! Poulet! Maman! Papa te poulet! Si tu veux pas manger 20 kilos de riz à 4 heures, ton visage va changer à 15 heures. Ben, Isa. Jeune homme! Oui? Qu'est-ce que tu fais en haut là-bas? Je cherche l'amour de ma vie. Tu cherches l'amour de ta vie? Oui, et parlant d'amour, je voulais vous poser une question. Est-ce que le vrai amour existe-t-il? Oh, l'amour n'existe pas. Ah bon? Encore moins un vrai. Ce sont les intérêts qui comptent. Les intérêts? Nous allons finir par cette actualité également. Deux jeunes artistes béninois, Bonilas et Morphose, qui nous ont proposé un morceau sur la répression, sur le nom port de casque. Nous allons suivre. Bonilas! C'est Roche Sazame Rovenda, Mfoi Pemma Kodunu Vaba, Mado Keke Afonozo, Yekado Mumido Maho Casco, Pumi Kalikwe Yalo Mado, Yekobeba Unkojo Ajodo, Bono Liminado di Johonedo, Amomino Fidi Roendo. Ngai, Dagwete Bajende. Ah bon? Ete Baro Rekade. Ogene. Akobajo, Animaku, Esinkan Rojende. Bo Akwemara Sije Mamu Mundu Alo. Atek Mabona débrouillé. Là, c'est compliqué. Nous nous gandhi à construire nos ennemis. Des dons subventionnés. Mais des demandes d'économie, bon casque, vitamine en bassin. On aura nos doudous à crédit. Propriétaire du blanc, mi préavis. Sans boulot, difficilement je vis. Mais quoi, nous, mini, c'est vivi. Sinon, mi sato, bon ami, pas mi don. Bon, nous, mini, ron, casque, mi sato, bon ami, pas mi don. Bon, nous, mini, ron, casque, mi sato, bon ami, pas mi don. Bon, nous, mini, ron, casque, mi sato, bon ami, pas mi don. Bon, nous, mini, ron, casque. Akamende. Le pays est dur. Demandé. Asamede. Asamede. Akamende. Le pays est dur. Demandé. Asamede. Oh, Asamede. Boga BG come from Pau. Bonsoir, coton, volley boy, tout et moi, I don't understand. Gris. Voilà, Tanguy, c'est sur ce nouveau son qui fait du buzz sur la toile que nous refermons. As-tu sur le net de ce jour? Florence Bossa, merci beaucoup. Ah oui, le pays est dur, hein? Il faudrait que nous pensions justement à céder ce pays à qui voudrait bien l'acheter pour que chacun des 12 millions de Béninois ait sa part pour s'occuper, prendre soin de lui-même et surtout s'acheter un casque. Exactement. Allez, bonne journée Florence. Merci beaucoup. Je vois William qui sourit beaucoup. William, bonjour.
Bonjour Tanguy. On voit le pays? Oui. On voit le pays? Pour un casque, non. Pourquoi pas? Ça a été dur pour vous d'avoir un casque dans ce pays, imagine. Je savais que c'est pour ça que vous apostrophiez. Vendons le pays et puis vous donnez votre part pour acheter votre casque et ça vous aidera. Le pays ne mérite pas ça, il mérite d'être conservé. D'accord. Allez, vous êtes là pour parler de droit. Voici Instant Droit. Nous sommes au mois de mars et quand on parle de mars, on pense à la femme et mars ne saurait terminer donc dans votre rubrique Instant Droit sans qu'on ne parle des droits de la femme. Le numéro de ce jour y est entièrement consacré avec une interrogation majeure sur l'état des lieux des différents maillons de la chaîne nationale de protection de la femme. Et déjà, on va se poser une question ce matin. William, quelle est l'architecture des mécanismes de dénonciation des atteintes et violation des droits de la femme aujourd'hui au Bénin? Eh bien, Tanguy, comme votre introduction le dit, aujourd'hui on parle exclusivement droits humains, donc pas question d'articles et autres ce matin. Et vous avez fait une très belle question. Aujourd'hui, quelle est la charpente du cadre institutionnel dans notre pays pour protéger les droits de la femme? On commence déjà par remarquer qu'il y a deux grosses catégories de mécanismes. Il y a les mécanismes publics, ceux relevant de l'État, et il y a également les mécanismes relevant des organismes non étatiques. Et déjà au niveau des organismes de l'État, on peut citer, vous y attendez, l'Institut national de la femme avec le travail qu'il a là-bas. Qui fait beaucoup de bruit actuellement. Qui fait beaucoup de bruit justement avec l'actualité. Déclaration de sa présidente. Justement, c'est bien ça. Et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui est un maillon du gouvernement, mais qui, à travers plusieurs actions, constitue en lui-même ce ministère, ce département ministériel, un puissant mécanisme. On le verra. Et de l'autre côté, nous avons, avec les partenaires au développement dans quelques grandes villes, au niveau des mécanismes non étatiques, nous avons le CIPEC, par exemple. On parle de centre intégré de prise en charge. Et c'est dans quelques grandes villes. Ce sont des centres qui ont été faits grâce aux partenaires techniques et financiers. Il y a depuis toujours, depuis la nuit des temps, les organisations non gouvernementales et associations qui sont à la base, au plus près des populations, associations de défense des droits des femmes. Et bien, tous ces mécanismes-là concourent aujourd'hui à la dénonciation, concourent à porter devant les autorités judiciaires tous les cas de violence aux femmes, violence basée sur le genre et toute autre atteinte aux droits des femmes, aux droits de la personne humaine qu'est la femme. Eh bien, ces mécanismes, dans leurs différents fonctionnements, nous sont passés en revue ici par la spécialiste que nous interrogeons aujourd'hui. Miguel Cueto est son nom, juriste spécialiste des questions d'égalité genre et d'inclusion. Elle est aussi défenseur des droits humains. L'avantage au niveau de l'Institut, c'est qu'il s'agit à la fois d'un mécanisme qui permet de dénoncer, mais en même temps d'être soutenu. Soutenu tant sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, puisque l'Institut a le pouvoir de se constituer partie civile et donc d'être aux côtés de la présumée victime d'un acte de violence, quel qu'il soit, mais également en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers donc les centres de promotion sociale, de pouvoir assister sur le plan social ces victimes-là ou ces présumées victimes. On a même ouï dire que l'Institut mettrait à disposition de certaines victimes qui doivent quitter loin, puisque vous le savez, la juridiction par excellence qui connaît de ces faits-là, c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et donc, cette victime-là, cette présumée victime qui doit quitter, par exemple, Parakou ou qui doit quitter Natitengu, a besoin d'être soutenue sur le plan financier. À côté de ce mécanisme, j'entends le mécanisme, si vous voulez, ce que constitue le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lui-même, en tant que corps, à travers donc ces différents démembrements. Je veux parler des CPS, mais également de toutes ces structures privées
organisations non gouvernementales qui travaillent de concert avec le ministère dans les différentes communes du pays. À cela, j'ajouterai les partenaires techniques et financiers qui, quand même, ont permis d'avoir aujourd'hui ce qu'ils ont appelé les CIPEC, les centres intégrés de prise en charge. Il faut le rappeler, il n'y en a pas beaucoup. On en a quelques-uns. On vous écoute, on vous assiste sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique. Et l'avantage aussi, c'est qu'on vous offre, ces CIPEC vous permettent aussi d'avoir le certificat médical gratuitement. Donc, à cela, peut-être on va ajouter les organisations, les différents mécanismes que les ONG ont mis en place sur le terrain et qui permettent également à certaines femmes dans les milieux les plus reculés ou parfois même en plein cœur de Cotonou, de pouvoir lever la voix, de pouvoir se faire entendre et se faire accompagner ou alors se faire orienter. Et ça, c'est très important. Et dans cette besogne-là, il ne faut pas non plus oublier de faire un clin d'œil spécial à WILDAF, qui a mis en place un mécanisme qui est en ligne et qui permet donc aux présumées victimes de pouvoir se faire entendre à travers une plateforme qui existe. Et il y a également l'Association des femmes avocates du Bénin qui reçoit énormément de présumées victimes, qui les écoute, qui les accompagne, qui les oriente, qui leur montre le chemin dans le monde judiciaire. Eh bien, ce n'est pas exhaustif, vous le savez, Tanguy, ce sont juste quelques mécanismes puissants et très remarquables du point de vue de leur travail. La mature institutionnelle et sociale a forcément produit du résultat, William, des effets qu'on peut apprécier de près. Vous avez soumis votre spécialiste justement à l'exercice. Justement, sur l'efficacité, elle parle de plusieurs avancées, elle parle de résultats et impact, mais avec encore beaucoup de défis à relever. Et selon notre spécialiste terrain, parce que c'est une habituée du terrain sur la question du genre, il y a encore beaucoup de choses à faire. On va suivre Miguel Brito. Quand on observe de près, on peut se dire que, si vous voulez, on a l'impression que tout se passe très bien dans le pays et que les femmes, les jeunes femmes victimes de violences sont entendues, elles sont écoutées et qu'elles ont gain de cause. On peut le dire à première vue, mais quand on écoute certaines présumées victimes et quand on suit l'actualité de ces derniers jours, on peut se poser beaucoup de questions sur certains choix, certaines méthodes que les acteurs de ces mécanismes, certains acteurs de ces mécanismes arborent ou utilisent dans leur démarche. Vous avez beaucoup de présumées victimes qui sont soutenues, mais après, la question fondamentale pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes-là. Je veux dire, à la fin ou au bout du processus judiciaire, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes? Est-ce que la façon dont le Bénin conduit aujourd'hui la lutte, zéro tolérance, donc face aux violences basées sur le genre ou aux violences faites aux femmes, c'est une chose, mais après, est-ce que cette zéro tolérance exclusivement, est-ce qu'elle est suffisante justement pour venir à bout du phénomène? Est-ce que enfermer tout de go ces personnes qui enfreignent à la loi sans forcément s'assurer de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'il faut pour que cette jeune femme ou cette femme dont l'époux, par exemple, serait le présumé coupable, et si reconnu comme tel, passerait un séjour derrière les barreaux, comment est-ce que cette femme, elle évolue après toute la procédure judiciaire? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle a les moyens de s'occuper de ses enfants? Est-ce qu'elle a les moyens de faire face à cette terreur-là que la famille, peut-être de l'homme, peut lui faire subir? Est-ce que sur le plan psychologique, l'accompagnement qui est donné ou qui est fait est de nature à véritablement lui permettre de sortir de cette situation? Parce qu'il faut le savoir, on grandit avec un acte de violence qu'on a subi, mais on ne l'oublie jamais. On s'habitue, on essaye de s'adapter. Et
vous avez des personnes qui, 5-10 ans après, peuvent faire des feedbacks de façon très négative. Et pourtant, ces personnes ont été accompagnées en son temps. Donc, pour moi, autant on avance, autant on stagne. Je vais le dire comme ça. Cueto, juriste spécialiste des questions d'égalité, genre et d'inclusion, défenseur des droits humains sur la chaîne de production et de protection, des droits de la femme au Bénin. Olia, merci beaucoup. Je présume que jeudi prochain, on va continuer à en parler. Justement. On va avoir d'autres aspects. Ce sera le dernier jeudi du mois. Par rapport justement à cette question-là. Allez, bonne journée à vous, merci. Ah non, hein. On se retrouve tout à l'heure au forum de discussion. Ouais. Tout à l'heure. À tout à l'heure donc. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce matin. Notre invité, comme je l'ai annoncé, c'est Prudentienne Baguidi, présidente de l'association des libères professionnels du Bénin. Madame Baguidi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Allez, on aura deux axes de discussion par rapport à nos échanges ce matin. On va parler d'abord du rôle, je dois dire, des libraires dans la promotion du livre et de la lecture. Et puis, évoquer cette dernière activité que vous aviez eue récemment à Cotonou et qui a mobilisé les acteurs de la chaîne du livre pour une formation. Parlons déjà, je dois dire, de ce que les libraires apportent à la promotion du livre et de la lecture. On a l'impression parfois que les libraires sont là juste pour vendre. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers journalistes. Bonjour. Bon, c'est une lecture, mais dans la réalité, c'est pas ça. Ah oui? Parce que, effectivement, sous nos cieux au Bénin, le rôle du libraire n'est pas perçu comme un métier à part entière. On considère le libraire comme quelqu'un qui vend des livres. C'est vrai, nous vendons des livres, mais en plus de cela, il y a toute une activité qui est faite derrière. Parce que si vous êtes libraire, avant de poser un livre dans une librairie, il faut vraiment... Il y a tout un travail qui est fait. La sélection des ouvrages, le choix des thèmes à présenter, ainsi de suite. C'est quoi? Tous les livres ne sont pas positionnés dans les librairies? Non. Systématiquement? Systématiquement, non. On ne peut pas tout vendre en librairie. Ok. Parce que il faut savoir ce que votre clientèle, les lecteurs, ce dont ils ont besoin. Ok. Et c'est tout un travail qui est fait derrière. À la différence de quelqu'un qui va dans un kiosque ou bien dans un marché pour acheter un livre, n'importe quel livre. Le libraire fait un travail professionnel derrière avant de présenter son livre. C'est ça. D'abord, le royaume, ça commence par le choix d'abord du titre, le choix du fournisseur, l'approvisionnement même. C'est toute une procédure que ça suit. Ça. Et il faut être un connaisseur, il faut être du métier avant de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut présenter, comment commander, comment faire pour avoir ces livres en rayon. C'est tout un travail. Et la première des choses, il faut être quelqu'un qui aime le livre, qui aime la lecture, connaître, suivre l'actualité pour pouvoir être toujours à la page dans votre librairie. Et donc, avec tout ce qu'on fait, ça nous différencie de celui qui vend un livre dans une kiosque ou bien présente un journal dans une kiosque. Oui. C'est totalement différent. Alors, quand on a fait ça, c'est fini, on s'assoit derrière son comptoir et on regarde les clients défiler. Pas du tout, pas du tout. Le libraire, c'est quelqu'un qui accueille, qui commande des livres, qui vend les livres. Et la grande activité, c'est comment faire pour mener des activités autour du livre, faire connaître, passer le message qui est dans le livre. D'abord, avant de présenter un livre, on essaie de lire, même si on ne lit pas tout le livre, au moins les quatrièmes de couverture, pour avoir une idée et savoir se défendre lorsque le client est en face de vous, savoir l'amener à choisir tel livre. En plus de cela, il faut avoir un plan de communication. Ah oui? Autour du livre, il faut avoir un plan de communication et des activités culturelles pour promouvoir la lecture. Parce que si vous
vous n'essayez pas d'amener la population à aimer le livre, vos livres vont dormir en librairie. Donc, c'est cet aspect important qui montre que le libraire, ce n'est pas quelqu'un qui vend seulement les livres, mais qui a aussi une casquette d'acteur culturel. Oh ben est-ce qu'au Bénin, les libraires sont vraiment impliqués, comme vous le décrivez là, dans l'organisation des activités, etc. Quelles sont, je dois dire, les activités qui sont organisées par les libraires au Bénin pour aider à accompagner la lecture et le livre? C'est ça notre bataille que nous menons depuis des années pour montrer à nos confrères, nos consoeurs libraires, que le libraire, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit derrière le livre et qui attend que quelqu'un ouvre sa porte pour acheter le livre. Il est bien vrai, la plupart des employés de la librairie n'ont pas reçu une formation académique comme dans les autres professions, comme les bibliothécaires, les archivistes et autres, parce qu'il n'y a pas d'école qui forme les libraires. Mais aujourd'hui, c'est en cours. Donc, nous, leurs employeurs, leurs patrons, nous avons bénéficié, moi par exemple, j'ai bénéficié d'une série de formations à l'extérieur. Donc, j'essaie de transmettre ce que j'ai reçu à mes employés en les initiant à ces activités qu'il faut faire. Même à l'intérieur de la librairie, vous pouvez mener plusieurs activités. Le fait de poser un livre en vitrine, c'est déjà une activité autour du livre. Parce que vous mettez en exergue un tel titre, un tel thème, un tel auteur, vous faites la promotion d'un tel auteur. Le fait de poser les livres en librairie par tas de piles, c'est déjà une activité autour du livre, à la différence des autres livres qui sont exposés dans leur rayon. Le fait de respecter les thématiques, parce que quand vous entrez dans une librairie, vous n'allez pas, les livres qu'on expose, ce n'est pas dans un désordre, ça suit un ordre. Il faut respecter un livre qui est du scolaire, ne peut pas être placé dans un rayon de jeunesse. Donc, il faut connaître ces différences-là. Respecter les différents rayons, respecter les thématiques et faire une place pour les nouveautés. Dès que sur la toile, il y a un livre qui fait le buzz, il y a tel auteur qui est connu, qui a écrit quelque chose qui attire l'attention, on essaie de mettre cet auteur en exergue pour que quelqu'un qui entre dans la librairie, qui veut se documenter sur cet auteur, ait le livre approprié. En dehors de ça, nous faisons aussi des activités hors les murs. C'est-à-dire, nous sortons des librairies pour aller vers les lecteurs, pour aller vers les écoles. Oui. Il est bien vrai au Bénin, et certaines librairies le font, pas tous. Pas toutes. Parce qu'elles ne sont pas, peut-être, pas ignorantes ou bien c'est leur choix. Mais nous, dans notre association, on s'est vertu à les amener à ne pas rester comme un vendeur de livres. À rester dans les quatre murs. Dans les quatre murs, pour vendre les livres, pour vendre les livres, pour croiser les bras, rester derrière le livre. Non. Mais est-ce que vous profitez vraiment du net? Est-ce que le net aide aujourd'hui les libraires béninois à vendre, à entretenir l'activité autour du livre, etc. On a l'impression que ça ne bouge pas sur la toile. Hein. Ça aide beaucoup. Il faut suivre l'actualité, il faut être à la page. Depuis que le net existe, nous avons les différentes formes de communication digitale. Le libraire, moi, par exemple, en tant que libraire, je suis tout le temps présent sur Internet, soit par WhatsApp, en tout cas les différents canaux digitaux qui existent. Et pour présenter un livre, dès qu'un livre rentre dans une librairie, vous devez communiquer nécessairement autour. Soit en montant la couverture, soit en faisant des petits résumés, soit en faisant des argumentaires autour de ce livre. Donc, le net profite vraiment aux libraires que nous sommes au Bénin, comme dans tout le monde. Parce que c'est grâce à ce net que nous avons aussi les informations. Nos fournisseurs, les éditeurs, les distributeurs à l'étranger, même sur place, nous communiquons ces informations et nous aussi nous relayons. C'est ça.
Une dernière question rapidement avant d'aborder le second axe. Moi, je suis peut-être écrivain béninois, modeste. On ne me connaît pas dans la sous-région. C'est juste à Cotonou, dans mon petit coin, mon petit village qu'on me connaît. J'ai sorti un livre et j'ai bien envie qu'il soit présent sur, je dois dire, l'ensemble du territoire ouest africain, par exemple. Est-ce qu'un libraire au Bénin a cette capacité de faire, de positionner mon livre dans l'ensemble des librairies qui existent, ma foi, tout au moins dans les pays francophones? Oui, bien sûr. Comment ça se fait? Est-ce que vous êtes en connexion? Comment ça s'arrange? Nous sommes en connexion, en relation dans les différentes associations. Nous connaissons dans la sous-région les libraires les plus reconnus qui font le métier. Nous allons souvent à des rencontres internationales. Donc, nous échangeons également entre nous directement. Donc, un livre que vous voulez positionner, moi, je le fais toujours. Dès que tu as la distribution, bien, tu veux promouvoir un auteur, tu contactes tes confrères de la sous-région, tu leur envoies l'argumentaire, la couverture, tu leur montres l'importance d'avoir tel auteur dans leur rayon. Présentement, même, je suis en négociation avec un auteur français qui veut faire le tour de l'Afrique. C'est ça. Donc, j'ai déjà pris les attaches pour la promotion de son livre. Ça se fait et c'est vice-versa. De notre côté aussi, un libraire du Togo, un libraire de la Côte d'Ivoire peut me contacter. Voilà, il y a un auteur qui est intéressant. Voici le thème, ainsi de suite. Est-ce que son livre peut être présent dans votre librairie ou dans les autres librairies de la place? Donc, nous représentons les maisons d'édition aussi. C'est ça. De la sous-région en faisant des actions fortes autour de leur fonds. Allez, dernièrement, vous aviez organisé ou vous avez tenu ou participé à une activité, une formation des acteurs de la chaîne de livres. De quoi est-ce qu'il s'est agi? Il s'agit de la professionnalisation des libraires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre association, nous essayons d'axer toutes nos actions sur la professionnalisation. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis que notre génération a quitté le rôle d'employé, et tous ceux que nous recrutons pour exercer dans le métier n'ont reçu aucune formation. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on essaie d'organiser des formations pour leur permettre d'être à jour. Parce que nous voulons au Bénin des livreurs professionnels. C'est dans ce cadre que, vous savez que le mois de mars, c'est la francophonie, le mois de la francophonie. Hier, c'était justement la journée consacrée. Et hier, l'Institut français, à travers le projet ressources éducatives, nous a aidés à organiser une formation sur les stratégies marketing digital. Comment un libraire peut utiliser les réseaux sociaux pour atteindre son cible. Et nous avons organisé du 12 au 14 mars dernier une formation pour les libraires, les éditeurs du Bénin et du Togo. Nous avons invité les amis du Togo pour pouvoir bénéficier aussi de cette opportunité que le projet ressources éducatives nous a offert. Et nous avons pu inviter un expert du domaine, à la personne de M. Nicolas Etienne Sougani, qui est togolais, qui est un expert international en industrie culturelle, et nous a aidé à comprendre comment positionner, comment atteindre les cibles, comment être présent sur la toile pour tout ce que nous faisons en librairie. Cette formation a débouché sur une table ronde sur un sujet d'intérêt commun. Et nous avons invité tous les acteurs de la chaîne à analyser, à réfléchir sur le thème qui est éditer et vendre en Afrique. Nous avons fait l'état des lieux et fait des recommandations qui seront soumises à ce projet pour des actions futures. C'est ça. Allez, président Serge Bagidi, un mot rapidement pour finir. D'abord, remercier Canal 3 à travers ta personne. Merci. Pour nous permettre de dire ce que nous faisons, parce que le métier de libraire est souvent reconnu, c'est un travail de fourmi, donc on ne connaît pas. Et aussi inviter les Béninois à prendre le pli pour aller dans les librairies.
C'est prendre des habitudes pour aller visiter, même si vous ne voulez pas acheter, faites un tour, circulez dans les rayons pour voir les nouveautés, pour voir l'évolution de la science sur tel ou tel titre, au lieu d'acheter les livres photocopiés, les livres contrefaits qu'on vend dans les coins de la rue à Cotonou. Prudence Magidi, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin. Vous nous rendiez compte de cette activité que vous avez tenue récemment. À Cotonou, on a aussi profité pour découvrir le métier de libraire aux téléspectateurs d'Actu Matin. Allez, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause et on va revenir. Il nous restera deux choses. D'abord les débats, puis après la revue de presse. Allez, voici la pause. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille.
L'actualité sur le forum d'Actu Matin ce matin sera international. On va prendre la direction de Dakar et aller voir un peu ce qui se passe là-bas, puisque c'est aujourd'hui que prend fin la campagne électorale pour le compte de la présidentielle fixée pour dimanche prochain. On serait alors... Nous sommes jeudi, vous êtes pressés. Oui, ça finit aujourd'hui la campagne. Ah bon? Oui, absolument. William, vous permettez de finir... Vendredi, je crois. Non, vous permettez de finir de planter le décor. Justement. C'est bon. Donc, pour la présidentielle prévue pour dimanche prochain, alors, qu'est-ce qui va se passer, notamment avec cette libération, puis cette sortie, cette campagne d'Ousmane Sonko, lui qui a beaucoup dérangé le régime de Macky Sall jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer par rapport justement à cette libération et à son intervention sur la scène politique actuellement? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler. Eric, bonjour. William, bonjour. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. Alors, on peut déjà se frotter les mains. Ce qui est sûr, les Sénégalais vont voter, Franck, dimanche prochain. Oui, c'est sûr. On était moins sûr il y a quelques semaines encore, mais là maintenant c'est sûr. Tout est prêt pour que les Sénégalais aillent exprimer leur vote le dimanche prochain. Et cela a été possible grâce à, disons, la détermination du peuple sénégalais qui à un moment donné a dit à Macky Sall de s'arrêter, de ranger ses velléités, de vouloir s'éterniser ou bien de tripatouiller un peu les thèses de la République. Et je voudrais en féliciter le peuple sénégalais qui a su préserver cet acquis-là, cet acquis au prix de lourds sacrifices depuis des générations. Pour qui connaît un peu l'histoire du peuple sénégalais, c'est un peuple qui tient beaucoup à sa liberté, au respect des acquis démocratiques. Et c'est pourquoi dans la sous-région, le Sénégal fait partie des pays qui sont cités encore en matière d'exemple d'exercice démocratique. Et là, le dimanche prochain, on verra bien ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que la campagne électorale se déroule. Les candidats, c'est vrai, dénoncent, disons, l'espace qu'on leur a réservé pour parler de leur projet de société. Cela n'est pas assez, n'est pas beaucoup, parce qu'au niveau des médias, là, ce n'est pas encore ce que cela devait être. Et ils n'ont pas eu le temps de véritablement exposer leur projet de société. Ça, je l'ai suivi. J'ai eu même un ami là-bas. C'est beaucoup plus des meetings pour haranguer la foule. Vous avez vu la dame qui est candidate à cette présidentielle-là, qui se bat tant bien que mal. Elle a dit que si c'était bien organisé, qu'elle aurait eu le temps de partager son projet de société. C'est pareil pour les autres candidats également. C'est vrai que la sortie de Sonko a donné un peu de pique, un peu de piment à la campagne. Eric, déjà la campagne, comment est-ce que vous l'aviez vu? Comment est-ce que vous l'aviez vécu? Je pense que c'est une campagne exceptionnelle. Et les candidats ne pouvaient pas s'imaginer que cela allait se passer de cette façon. Et en même temps, c'est aussi la preuve de ce que ce n'était pas impossible. On s'est retrouvé dans un contexte un peu particulier où il fallait vraiment serrer et resserrer les choses pour tenir à bonne date cette élection. Autrement, on serait encore dans le brouillard que Macky Sall a causé. Donc je pense que les candidats eux-mêmes, ils ont compris le contexte particulier dans lequel se déroule cette campagne et puis se sont véritablement adaptés. Le plus important, c'est de faire ce qu'ils peuvent faire, bien entendu, ce qu'on peut faire pour permettre aux concitoyens sénégalais de prendre connaissance de leur programme et puis d'aller véritablement voter. Alors je pense que dans les discours, il y a quand même une forme de campagne par procuration, puisque nous avons un candidat de la coalition présidentielle, mais derrière nous savons que c'est Macky Sall. De l'autre côté, nous avons un candidat de l'opposition et derrière nous savons que c'est Ousmane Sonko. Alors, c'est vrai que... Campagne par procuration. Oui, voilà. Donc, on savait que pour Macky Sall, c'était pas... tout ce qu'il fallait éviter, c'est que Sonko soit candidat. Je pense que sur ce plan... il a gagné, quand bien même on a utilisé la police, la répression, on a trouvé des accusations par-ci et par-là et puis tout ça. Mais Macky Sall aujourd'hui est aux côtés de son candidat, les deux sont en train de battre campagne. Est-ce que cela va pas les défavoriser? On verra bien. Le riche, le point de la campagne.
Oui, on sent que c'est une campagne qui est assez électrique. Et il y a des propos des deux côtés. J'aime bien, Eric a bien fait de parler de campagne par procuration, effectivement, parce que dans les deux camps, on voit deux camps principaux, plus maintenant des candidats satellites. Oui, sinon j'allais dire qu'il n'y a pas que deux candidats. Non, justement. Il y a deux camps principaux. C'est la première fois au Sénégal, il y a des candidats satellites. On a cet effectif. Et déjà, dans le premier camp, on voit la mouvance à travers Amadou Ba, qui a derrière lui Macky Sall, et de l'autre côté on voit Diomaye Faye qui a derrière lui Ousmane Sonko et beaucoup d'autres candidats également. Et l'autre aspect qui m'intéresse encore plus intéressant, c'est que pendant la campagne on constate qu'il y a un candidat qui se désiste en faveur d'un autre, en l'occurrence Dr Cheikh Dieye, qui s'est désisté en faveur de Diomaye Faye. Donc on constate que le PASTEF est d'une manière ou d'une autre en train de se réunir à nouveau. Parce que, qu'on le veuille ou non, Cheikh Dieye était membre du PASTEF. Et maintenant, il demande à tous ses militants d'aller vers Diomaye Faye, vers la coalition Diomaye président. Donc, on sent déjà que les satellites sont en train de se retrouver encore derrière un candidat que nous connaissons déjà, Diomaye Faye. D'une certaine manière, on sent que le 24 sera assez sensible pour tout le monde. Et c'est bien déjà que la communauté internationale ait les yeux rivés sur le Sénégal et que déjà la CEDEAO propose une mission de 130 membres pour pouvoir surveiller, voir comment ça va se dérouler. Mais moi, j'aurais aimé qu'au-delà de la CEDEAO, qu'il y ait également beaucoup d'autres observateurs qui vont beaucoup plus impacter, parce que est-ce que la CEDEAO aujourd'hui, au regard de tout ce qui s'est passé entre-temps, a vraiment encore le coup de franche pour pouvoir donner une certaine solidité à cette élection? Donc, voilà. Oui, William, faut-il se satisfaire de ce qui s'est passé en termes de campagne électorale? C'est vrai que les choses ont été précipitées, les délais raccourcis, etc. On se demandait vraiment si, avec la décision du Conseil constitutionnel, on pouvait tenir dans le délai du 24 mars, mais visiblement, on va tenir le rendez-vous. C'est pour cela que, même s'il n'y a pas un gros satisfait au niveau de la campagne qui est écourtée de 21 à 9 jours, c'est quand même beaucoup. Il faut reconnaître ce coup de maturité de la démocratie sénégalaise. Quand on est grande démocratie, on ne descend pas de son piédestal, et c'est ce qu'on a peut-être reproché à d'autres États en de pareilles circonstances. C'est-à-dire quoi? Quand vous voyez ce processus aujourd'hui, le sang des fils du Sénégal a coulé, ce sang a coulé pendant beaucoup de jours, certes, mais les scénarios les plus redoutés aujourd'hui sont à la figure des personnalités les plus importantes de ce pays, le Sénégal. Par exemple, un feuilleton Macky Sall contre Sonko, même si c'est par procuration, comme le caricature très bien Eric. Donc, je trouve que c'est ça les grandes démocraties. Une grande démocratie, ce sont les institutions. Une grande démocratie, c'est aussi les rues parfois. Et c'est ce que le Sénégal nous montre. Parfois dans la rue, la protestation du peuple. Parfois, tous ceux qui sont dans la rue ne sont pas des gens soudoyés. Ce ne sont pas des gens à la solde de X ou Y. Parfois, la rue exprime ce que le dernier des citoyens d'un pays veut. Donc, pour moi, dans la rue, sans faire du vandalisme sur les infrastructures publiques qui sont faites sur les deniers publics, donc appartiennent à tout l'État, sans faire du vandalisme, sans faire de la violence, dans la rue parfois, justement, sans attenter à la vie des autres, ou même le droit de circuler, le droit d'aller et de venir, d'être en sécurité. Parfois, dans la rue, on exprime ce que le peuple veut. Et c'est ce que le Sénégal nous montre aujourd'hui, que quand on est grande démocratie, on s'arrange pour ne pas être relégué à un rang inférieur. Quand on est grande démocratie, contre le code électoral en vigueur, contre les prescriptions et selon les mesures de contingence et circonstancielles, on peut se donner tous les moyens de respecter les séances constitutionnelles, de respecter la Constitution qui rend intangible un mandat présidentiel. On peut se donner les moyens d'harmoniser le vivre ensemble, bien que les règles disent le contraire. Moi, j'ai été vraiment rapidement de William, sauf que dans la rue, lorsque des gens intègres veulent protester, veulent revendiquer leurs droits, ils se trouvent mêlés à des badauds. Ils sont investis par des badauds, oui. Des drogués, des gens qui sont prêts à tout casser. Et dans quelle démocratie on va tout casser à chaque fois et reprendre? Moi, je suis d'accord que dans la rue, on exprime bien ça. Il a dit sans ça. Oui. Il a dit sans ça. Il a fait la réserve. Mais mieux c'est que quel texte de la République vous permet d'aller dans la rue, de brûler des infrastructures, de faire du vandalisme.
lorsque ça se passe comme ça, et ces gens-là se retrouvent devant la justice, on ne fait plus souvent la part des choses. Alors, c'est quoi? Il faut arrêter alors donc que la rue se prononce, c'est ça? Il n'y aura pas de manifestation de la rue? Mais en même temps, on ne peut pas faire l'apologie des revendications dans la rue. Parce que si moi je prends par exemple les acteurs de la société civile qui vont organiser des sit-ins, en organisant un sit-in, c'est que tout de suite vous avez des gens qui s'introduisent et qui commencent par foutre en l'air ce que vous avez pris des jours à préparer. Oui, mais vous précisez que tous les sit-ins ne sont pas toujours vindicatifs, ne sont pas toujours violents. C'est ce que je dis. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Parfois, bien qu'étant en train dans un système pacifique, ils sont provoqués par soit l'armée, soit par la police, soit par la gendarmerie. Et très souvent, c'est là que les heurts commencent. Parce qu'il arrive un moment où ils disent « Nous ne bougeons pas parce que nous sommes en train de revendiquer quelque chose ». Dans le même temps, il y a soit la police qui, d'une certaine manière, au lieu d'encadrer le mouvement, parfois reçoit des injonctions. On va pas faire le débat sur la légitimité des manifestations dans les rues. Non, justement, ça veut dire que la responsabilité est souvent partagée quand nous en arrivons à des exactions. Moi, je crains justement qu'il y ait violence à cette occasion. Quand on a vu un peu le processus, tout ce qui a suivi, quand on a vu un peu tout le passé que le Sénégal a connu, le passé récent, avec les violences dans les rues, etc., on se disait que ça va être chaud quand la campagne sera lancée. Mais visiblement, Franck, rien n'a été. Non, rien n'a été. Surtout quand on connaît un peu la fougue de la jeunesse sénégalaise. Oui, c'est ce que ça devrait être que ça a été jusque-là. Moi, je pense que du feuilleton Sonko jusqu'à sa libération, jusqu'à l'ouverture de la campagne et toutes les gymnastiques que Macky Sall a pu mettre en œuvre et qui n'ont pas marché pour lui, moi, je pense que c'est ce que ça devrait être. Lorsque vous écoutez les Sénégalais aujourd'hui, c'est que ils se basent beaucoup plus sur les enjeux de cette élection, parce que n'eût été les décisions parfois salvatrices du Conseil constitutionnel, c'est qu'on serait encore dans l'abîme au Sénégal. Il y a eu cet élan de patriotisme affiché par ces institutions-là qui ont joué un rôle, la justice aussi, qui a fini par libérer Sonko, même si Macky Sall a atteint son objectif de ne pas voir le jeune maire de Ziguinchor se présenter. Mais moi, je pense que c'est lui aussi a atteint son objectif de ne pas voir Macky briguer un troisième mandat. Même oui, c'est tant mieux. En tout cas, dans tous les cas, c'est le peuple sénégalais qui a gagné. William, est-ce que vous aviez observé les médias sénégalais pendant la campagne? J'ai suivi avec une grosse attention les médias sénégalais. Mais je ne les dédouane pas, mais j'explique la situation par le contexte. Vous avez vu, une patronne de presse a été poignardée. Quelques jours avant. Jusque chez elle. Il y en a un autre qui a été agressé dans la rue. Justement, il y a eu la vague de fermeture dans la volée, là, aux humeurs de Macky Sall, en fonction de ce que le pouvoir pensait du relais. Parce que, reconnaissons-le, le Sénégal est un des pays encore où les médias disent ce qu'ils pensent. Vous voyez? Et donc, quand c'est comme ça, quand dans un contexte comme celui-là, les médias ont reçu des coups de massue à un certain niveau, j'explique comment est-ce qu'ils ont laissé cette campagne plutôt à la presse internationale, à la presse régionale et internationale. Pour quelqu'un comme moi qui aime un peu faire le tour de ces médias-là, ces médias très présents également sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'ils ont eu à un moment donné... ils ont abandonné le terrain. Et je le comprends. Je le comprends du point de vue du contexte. Sociologiquement et en contextualisant toujours, il y a la réalité selon laquelle aujourd'hui, les médias sont colorés au Sénégal. On veut voir un média qui veut voir, on veut lire un média qui veut voir partir Sall ou son système, ou on veut voir un média qui veut un vent nouveau, les médias qui donnaient la parole au PASTEF bien que dissous, les médias qui laissaient les panafricanistes opiner. Donc, on voit déjà, on connaît un peu la coloration des médias, et c'est normal, la ligne éditoriale étant, on connaissait un peu déjà la coloration de ces différents médias. Ils n'ont pas voulu jouer à ce jeu pendant la campagne présidentielle, ils sont de simples relais. J'ai même constaté que certains préfèrent même ne pas relayer la campagne de certains autres candidats. Tant mieux pour la démocratie, mais quand nous faisions tout à l'heure le débat sur le contexte, dans une démocratie où le principal opposant est en prison et son candidat qui le supplée pour le représenter ou représenter son électorat, bien que le parti soit dissous, tous deux sont dehors, quels que soient les mécanismes, les compromis et même
pas négativement, péjorativement, les compromissions qu'il y aurait derrière, moi je salue la maturité d'une démocratie comme celle-là. Moi je salue la guerre des idées, la guerre de l'alternance, parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est l'alternative dans l'alternance. C'est-à-dire, parce que chacun pense qu'il a l'idée la meilleure pour le développement du pays. Parce que chacun dans son camp pense que non, c'est l'égalité, non, ce sont les libertés, non, ce sont les droits à tous. Bref, c'est un moyen ou l'autre qui permet d'émanciper le dernier des concitoyens de ce pays, que toutes ces franges-là, tous ces courants-là, l'un après l'autre, aient la chance de gérer la chose publique, de sorte à implémenter tous les systèmes pour voir lequel a eu plus d'impact et de situer le peuple. Je crois que le processus jusque-là inscrit encore en marbre la grandeur de la démocratie sénégalaise, et tout finirait en un parachèvement très heureux si, au sorti de ces urnes, parce que c'est un pays dans lequel un président à sa succession a déjà échoué à une présidentielle une fois, c'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, je ne sais pas combien il y en a en Afrique francophone, et donc je trouve qu'ils confirmeraient encore leur grand statut de grand acteur de la démocratie dimanche prochain. Oui, la campagne telle qu'elle se déroule ne pouvait en être autrement, tout simplement parce qu'il y a eu des préalables, il y a eu des dispositions qui ont été prises en amont pour faciliter, ou du moins pour calmer un peu l'ardeur de la foule. D'abord, il y a cette loi d'amnistie qui a été votée, qui a été promulguée. C'est vrai que certains ne sont pas d'accord, mais d'une certaine manière, ça a ramené un tant soit peu le calme dans toute la cité. L'autre chose aussi, les candidats de l'opposition qui étaient le plus en vue, je veux parler de ce que je veux nommer Sonko, qui autrefois était aux arrêts, a été libéré, toujours par rapport à cette loi d'amnistie qui a été votée. Donc, en fait, tous les contextes étaient réunis pour que la foule qui prenait la rue comprennent que désormais maintenant, il est temps d'aller aux élections. Et l'autre chose, qu'est-ce que la foule réclamait tout le temps? Le départ de Macky Sall. Et pour ce départ, il faut les élections. Maintenant, toutes les conditions sont réunies pour qu'on aille aux élections. Si la foule prend encore les rues, ça veut dire que, sincèrement, ces opposants ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils ont accepté maintenant de faire le débat des idées. Et quand vous suivez la campagne électorale, vous constatez effectivement que chacun a pris une partie. Quand je vois Amadou Ba, par exemple, qui concentre sa campagne sur la jeunesse en estimant que la jeunesse, ce n'est pas notre avenir, c'est plutôt notre présent. Et on voit Diomaye Faye qui parle beaucoup plus de la restauration de la justice impartiale et crédible. Et l'autre côté, d'autres parlent de l'alimentation et tout ça. On sent qu'on comprend que chacun avance ses arguments pour pouvoir défendre ses idées. Donc le plus important aujourd'hui, si cette campagne se déroule comme cela se doit, c'est parce qu'il y a eu des préalables. Et ces préalables ont permis d'asseoir, d'aplanir le terrain pour pouvoir aller véritablement dans la paix. Maintenant, quitte à voir, est-ce que le 24, au soir du 24, on aura vraiment des résultats dans la paix, ou la proclamation des résultats dans la paix? Il va engendrer peut-être d'autres issues. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un contexte purement politique. Enfin, moi je m'interroge, est-ce que tout ne se déroule pas un peu comme Macky Sall l'a prévu? On peut créer soi-même le chaos et après en être le sauveur. Aujourd'hui, on salue la démocratie sénégalaise, le marché et puis tout ça. Il y a encore un tournant qui s'annonce en termes de contestation, les résultats. Est-ce qu'on aura aussi ce discours de démocratie retrouvée du Sénégal quand la Cour rendrait une décision en défaveur d'un candidat à la faveur de nos candidats? Cette même Cour qui a quand même retoqué Macky Sall, qu'on a célébré, est-ce que quand les résultats tomberont, et je donne l'exemple, et que le résultat soit favorable au candidat de Macky Sall, est-ce qu'on aura encore le discours de ce que la Cour a bien fait son travail? Donc je pense que c'est bien de pouvoir observer que la campagne se déroule bien, les candidats sont sur le terrain, le principal opposant qui était en cellule parle les conclusions du dialogue avec la loi d'amnistie, tout le monde est sorti, la paix est revenue, tout le monde est content, chaque acteur est en train de jouer son rôle. Je pense qu'on ne pourrait pas espérer mieux de la part de Macky Sall pour une transition. Donc je pense qu'il faut encore garder l'esprit ouvert de ce que le processus va se poursuivre et que
on ne va pas encore virer dans des contestations dans les rues une fois que les résultats tomberont et que certains estimeront qu'ils ont peut-être plus de votes qu'un autre et qu'on va encore revivre les événements que nous avons vécus par le passé. Et c'est là qu'il ne faut pas légitimer la violence par la rue. Parce que, oui, je suis d'accord, si on le fait, et que dans un état de droit, et même dans une démocratie, il y a des juridictions qui doivent pouvoir mener des enquêtes, récupérer ces individus qui ont causé du tort à d'autres individus dans ces mouvements de violence. C'est aussi dans une démocratie que la justice... C'est aussi dans une démocratie que la justice doit pouvoir dire le droit dans ce genre de situation. Parce que quand on estime que les gens ont le droit de manifester d'une manière ou d'une autre, et qu'à la suite, la justice fait son travail, on estime que on a identifié des gens de façon politique et qu'on utilise la justice pour réprimer les gens. Je pense que dans les deux cas de figure, même dans une démocratie, les deux hypothèses existent. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, la violence n'est pas la voie, comment on dit... on ne va pas axer le débat de ce matin sur faut-il faire violence ou pas dans la rue. On va parler de Dakar. Alors, le deuxième axe de nos échanges, c'est est-ce que vous pensez que l'intervention, la sortie, la libération de Sonko et son intervention sur le champ politique actuellement marqué par la campagne électorale pourrait aider peut-être à donner un sens ou un autre à ce qui va sortir des urnes dimanche prochain? Moi, le premier résultat, c'est que ça crédibilise le scrutin. Au moins, Macky Sall aura l'avantage d'avoir organisé une élection présidentielle où on a à la fois un candidat de la mouvance, mais le principal opposant est sur le terrain, qui l'aurait cru. Et donc, tout résultat qui sortirait d'une telle élection, ben écoutez, les opposés sont allés aux élections, ou bien après, bon... Il n'est pas resté très fougueux, hein, comme on le connaît, très harangueur de la foule, comme on le connaît par le passé, Ousmane Sonko. Les images de Ziguinchor m'ont fait parler, moi. C'est pour ça, dans mon analyse précédente, je parlais même de compromission. Pour moi, c'est possible que les camps Sonko et Sall se soient parlé. C'est bien possible. Ils se sont parlé. D'ailleurs, la façon dont Sonko est sorti. Oui, ils se sont parlé. J'aime bien une phrase de Robert Dessous. La démocratie, ce n'est pas forcément le strict pour le strict parfois. La démocratie, parfois, c'est une succession de compromis. Une succession sans arrêt de compromis. Qu'on s'entende sur l'essentiel presque toutes les fois, de sorte à pacifier tout le monde, de sorte à ne pas laisser de frustrer. Et je pense que c'est la carte qu'on joue actuellement au Sénégal. Je n'ai pas vu Macky Sall fougueux non plus. Et je ne serais pas étonné que... Il n'a pas été très présent à Macky Sall sur la présidentielle. Non, bon, vous savez, Macky Sall a sorti Amadou Ba du gouvernement pour dire monsieur va faire ta campagne, moi je veux finir mon mandat, chacun est dans son rôle. Parce que, quoi qu'on dise, le 2 avril... En bon démocrate. Le 2 avril en plus. Selon vous, pas moi. Non, mais c'est vous qui saluez la démocratie sénégalaise. Oui, c'est vous qui incarne la démocratie sénégalaise. Macky Sall y a participé du manière. Il y a d'autres institutions. Mais il était un acteur majeur de cette démocratie. Il a été un acteur majeur. Non, je ne sais pas. Les autres aussi ont été des acteurs à la Cour constitutionnelle, les juridictions, et ainsi de suite, et même la rue sans violence. La rue a été actrice de cette démocratie, selon moi. Et quand je fais cette analyse, je me dis, je comprends alors le discours. Et vous voyez Bassirou Diomaye Faye dans son discours, il veut déjà un poste de Premier ministre très fort pour dire que... pour nous faire lire implicitement que Sonko sera le prochain Premier ministre. Ah oui, il connaît le résultat, visiblement. S'il venait au pouvoir, c'est ce que j'ai ajouté, hein. S'il venait au pouvoir, et là va naître peut-être la dualité entre les deux, 49 ans, 44 ans, tous deux ils sont jeunes, pleins d'énergie, et Bassirou Diomaye Faye n'était pas assez connu comme Sonko. Sonko non plus n'était grand-chose, hein, jusqu'à la réélection de Sall récemment. Il a fallu, très peu connu, il a fallu éclipser avec ces exclusions qu'on connaît aux gouvernants africains, il a fallu écarter Khalifa Sall qui aujourd'hui pourrait être le troisième homme de cette élection, Karim Wade et autres, qui aujourd'hui n'a que ses doigts à mordre avec la situation, le retournement des différentes situations avec le Parti socialiste sénégalais. Bref, aujourd'hui, avec tous les scénarios possibles, et quand Eric interrogeait les résultats, moi je pense qu'à l'heure des résultats, on fera encore le bilan des résultats. À l'heure des résultats, on verra encore les résultats. Est-ce que Sonko aura pesé sur la campagne électorale? Oui, Sonko pèse. Vous pensez que ça se ressentira dans les projet de société? Dans les urnes, pour moi, cela se verrait. La campagne sera colorée, les élections du moins seront colorées. Macky Sall peut continuer ou
tout sauf Macky Sall. C'est-à-dire, je vois presque un élan d'union autour de Sonko. Est-ce que cela ira jusqu'au bout? Parce que vous savez, l'ancien président Wade a un gros fief, toujours au Sénégal, malgré il a une certaine notoriété. Si, comme en 2019, il ne donne pas de consigne, si son parti ne donne pas de consigne aujourd'hui avec les déboires de Karim Wade, de quel côté iront les candidats, les électeurs acquis à sa cause, pour l'interrogation. Mais dimanche, on fera encore des résultats. Non, moi je pense que la force des mots aujourd'hui est déjà le scénario décrit par Eric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Macky Sall a senti que le jeu lui échappait, qu'il ne maîtrisait plus véritablement le jeu. Surtout avec son bar là. Voilà, avec... c'est quelqu'un qui est capable de se faire élire. C'est son bar, c'est lui qui l'a décidé. Et donc, il a su bien trouver la formule pour embrouiller un peu le jeu et maintenant rétablir encore les choses, calmer par la suite. C'est un scénario vraiment réfléchi. Maintenant, est-ce que ça va lui marcher? Ce que je sais, c'est que avec Macky Sall qui ne se représente plus, les jeux sont vraiment ouverts. Et rien n'est dans cette élection-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas être surpris que l'opposition prenne le pouvoir. Mais je pense que Macky Sall, il a pu faire tout ça jusque-là, et même la décision rendue par le Conseil constitutionnel, la libération, la loi d'amnistie, la justice qui est intervenue pour libérer Sonko et tout ça, c'est pour faire oublier un peu ce qu'il a orchestré. Tout le désordre qui a précédé. Vous voyez, il a pris la parole, il a dit, même si on avait mis les élections bien après, mais il a ramené ça pour montrer aux Sénégalais que lui, il est pressé de partir. Il dit que le 2 avril, il va prêter serment et qu'il va partir. J'ai appris même qu'il a déjà choisi sa destination, le Maroc. Oui, mais il a fait quitter sa famille Dakar. Voilà, donc quelqu'un qui a essayé d'arranger un peu son image. Le discours très, disons, très chaud que j'écoutais de la part des Sénégalais lorsque tout cela a été orchestré, aujourd'hui, le discours est moins dur vis-à-vis de Macky Sall. Cela voudra dire qu'il a réussi son coup. Il a réussi son coup. Maintenant, est-ce que ça va marcher jusque... Oui, est-ce que ça va marcher jusque dans les urnes? C'est un point d'interrogation. Et c'est pourquoi, comme l'a dit William, on va voir les résultats, ce que ça va donner, et on aura le temps de les analyser. Ça va donner du Macky Sall. C'est vrai que Macky Sall a fait beaucoup de déclarations. On peut dire que d'une certaine manière, il s'est offert une bonne porte de sortie. Mais d'une certaine manière, quand j'entends un chef d'État de cette trempe dire sur une radio internationale, et puis il a fait la paix avec les médias, officiellement, dont j'étais exprès, qui dit qu'en Afrique, on peut s'offrir 5 mandats, si on veut. Et que le fait d'avoir repoussé les élections, ce n'était pas juste pour empiler, mais plutôt parce qu'on lui a prêté des intentions et tout ça. Un chef d'État qui déjà se donne cette idée en estimant que oui, l'Afrique est comme ce qu'elle est, et puis on peut s'offrir 5 mandats quand on veut. Je pense qu'il avait vraiment des intentions. Et Sonko a justement bloqué ses intentions. Et pour revenir à votre question, Sonko va peser dans la balance, d'une certaine manière ou d'une autre, même peut-être pas par des propos qui vont certainement attiser le feu et créer encore plus d'engouement, mais plutôt rien que par sa personnalité, rien que par le charisme qu'il a incarné pour l'opposition en elle-même. Donc déjà, imaginez un peu, au Bénin, ici nous avons connu de ces cas où pendant les élections, il a fallu simplement que le président Nicéphore Dieudonné Soglo sorte pour faire la campagne, et on a vu les effets jusqu'à ce que Léani aille au Parlement. On a vu ce que ça a donné dans le temps. Vous imaginez que quand vous inspirez, quand vous incarnez un certain charisme d'une certaine manière, que vous parliez ou que vous ne parliez pas, rien que votre présence à côté de votre poulain, ça donne une certaine image, ça donne une certaine force, ça donne une certaine vitalité, une certaine virilité à ce candidat-là. Et quand il vient sur vous, je veux dire virilité, mais vous ne parlez pas dans le sens justement, ça lui donne une certaine force. Et cette maturité va jouer sur la décision du peuple. Donc je pense que d'une certaine manière, son peuple va peser sur la balance. Dimanche, ce qui est sûr, c'est que Macky Sall a quand même bien négocié, je crois, sa descente du pouvoir. Désormais, bon, on l'insulte plutôt sur les médias. Dans la rue aussi, on l'insulte plus trop. Désormais, on salue la démocratie sénégalaise, etc. Vous ne saluez pas, vous, la démocratie du Sénégal? Non, je n'ai pas ce discours. Du tout pas.
Parce que moi, j'estime que les choses doivent pouvoir se passer de cette façon. On doit pouvoir organiser des élections. Enfin, oui, qu'il y ait nuit, qu'il fasse jour. Chez nous, c'est cette normalité-là qui nous paraît bizarre. Pour moi, c'est assez insignifiant. Chez nous, quand la présidentielle arrive, chez nous, c'est assez insignifiant. On est stressé, et parfois on ne connaît pas la date, et on est stressé, etc. On se demande si le président qui est là, s'il a fini son mandat ou pas. Non, moi, j'ai pas ce discours parce que c'est assez insignifiant. Non, on a toujours connu la date des élections, non? Ici, on est là. Oui. Vous savez qu'on a reporté 2 ou 3 fois. Reporté, ça deux ou trois fois la présidentielle en 2000. On n'a pas constitutionnalisé désormais les dates. C'est pourquoi on a constitutionnalisé les dates, vous le savez, non? Oui, mais il y a souvent une date. Il y a souvent une date. Et maintenant, les contraintes, partout dans le monde, il y a toujours une date. Les difficultés font que... Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous? J'aime bien cette amnésie volontaire de Sonko, enfin, l'avenir du Sénégal avec Sonko, ou l'avenir du Sénégal, en tout cas avec Macky Sall dans l'ombre, après dimanche. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous direz que je suis prophète à partir de... Prophète Isaïe. Oui, prophète Isaïe. Oui. Ce sera le Sénégal. Avant Jésus-Christ. Ce sera c'est le Sénégal avec Macky Sall, tel que vous l'avez décrit. Oui, dans l'ombre. Ok. Oui, ça va se passer comme ça. Donc, tout simplement parce que... Monsieur Ba pourrait oui. Le Sénégal avec Macky Sall. Parce que c'est tout un objectif pour lui de pouvoir conserver le système et le pouvoir, n'est-ce pas, dans sa coalition. Et le riche? Je vois beaucoup plus l'opposition qui se repositionne, mais juste que je crains qu'il y ait des contestations à la longue et je crains aussi que ce que nous vivons actuellement ne soit le calme qui précède la tempête. William? Moi, je crois aux urnes. Moi, je crois en un peuple souverain. Tout le monde croit aux urnes. Quand vous avez vu ça dans l'ombre... Quand vous dites Macky Sall dans l'ombre... C'est le résultat des urnes. Les urnes, d'accord. Ah, tu pensais quoi? Moi, je pensais qu'on s'arrange comme... vous avez dit... Un score à la Paul Kagame, 94% peut-être. Pour faire sérieux. On peut aussi s'arranger pour que l'opposition gagne. Oui, c'est possible. Il y a des arrangements de la sorte. Qui va me dire que la victoire de Sall face à un président en exercice comme Abdoulaye Wade, aussi influent qu'il soit, c'était pas des discussions. Des opposants ont accédé au pouvoir après des gouvernants au Sénégal et ce par 2 fois. Je cite Wade, je cite comment on l'appelle là, Macky Sall qui est en train de partir aujourd'hui. Donc que l'opposition gagne au Sénégal, ce n'est pas nouveau. Surtout sur fond de crise, tout ça. Maintenant, que Amadou Ba gagne, ce n'est pas nouveau non plus parce que nous parlons d'un système qui est resté 12 ans au pouvoir, qui a une base sûrement. Les dernières consultations, ce sont les législatives. Il n'y a pas encore 2 ans. C'était du coup d'un coup, un effectif presque 81, 82. Il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé. Justement, il y a eu beaucoup d'événements. Ces scrutins sont des consultations diagnostiques pour la démocratie sénégalaise. Maintenant, que chaque institution soit républicaine et que tous soient démocrates pour respecter ce qui sortira des urnes dans le strict respect de toutes choses et que chacun assume le résultat. Que ce soit ça qui continue ou Sonko qui vous savez, le peuple sénégalais veut voir Sonko au pouvoir. Le peuple sénégalais ne veut pas voir Sonko jouer le second rôle. Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Le président, c'est pas ce que veut le peuple sénégalais. Si Sonko doit passer, c'est qu'il va attendre son tour. Et son tour, c'est après ce mandat. C'est pas évident puisqu'il est inéligible maintenant avec cette condamnation. C'est pas évident. C'est d'ailleurs pourquoi il n'est pas candidat. Bon, vous voyez, donc, ça aussi va peser dans la balance. C'est pourquoi. Donc, parce qu'on ne va pas prendre Faye comme une substitution de Sonko. Non, moi je ne pense pas. En tout cas, on verra ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle je mieux, c'est que rien que la présence de Sonko Macky Sall a besoin d'assurer ses arrières. N'oubliez pas, Macky Sall a besoin d'assurer ses arrières. C'est là que moi je vois un peu le schéma décrit par William qui dit qu'il peut y avoir, peut-être qu'il y a eu des compromissions, des compromis, tout ce que vous voulez politique, avec Sonko et même le camp de l'opposition. Les gars, merci beaucoup. C'est fut une belle aventure cette semaine encore une fois. Comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Je vous souhaite de passer de très bons moments de week-end. Nous allons descendre avec... Ah, vous allez descendre avec vos virilités. C'est la virilité politique. Ah non, c'est ça.
journalistique peut-être. Allez, mesdames et messieurs, la route de presse politique. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi Actu Matin depuis lundi dernier. Ce fut un plaisir d'avoir engagé et terminé cette aventure hebdomadaire encore une fois. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Lundi, on vous retrouvera pour une nouvelle aventure hebdomadaire. Mais demain déjà, Wahab Bara va achever la semaine avec son équipe. Portez-vous bien, surtout n'oubliez pas la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Fraternité s'intéresse ce matin aux difficultés qu'éprouvent les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi à obtenir leurs actes académiques. La lourdeur administrative dicte sa loi dans ce temple de savoir. Nous avons fait la demande de relevé de notes en prélude à un voyage depuis 3 mois. Mais jusqu'ici, c'est le statu quo. Quand nous allons réclamer, les agents nous répondent avec arrogance que ce n'est pas prêt. C'est le témoignage de Béranger dans la colonne de Fraternité, un étudiant frustré par cette situation. Selon le Canard, pour retirer ses actes académiques dans les facultés de l'université d'Abomey-Calavi, il faut accepter ce chemin de croix, supporter des crises d'humeur et être patient. Pourtant, explique-t-il, la procédure est connue de tous. Il faut disposer d'une carte en cours de validité, procéder au paiement des droits de retrait à la banque sur le numéro de compte de la faculté concernée, faire sa demande et revenir retirer ses actes après 2 semaines. Le même problème semble se poser lors du retrait. Malheureusement, déplore Fraternité, à l'étape finale, c'est la catastrophe, témoignent mes étudiants à la suite de Béranger. Une autre étudiante de la faculté des sciences économiques et de gestion dit avoir vécu la même situation en 2021. Selon ses confidences, elle a obtenu une bourse à l'étranger et s'est vue recalée en raison de ses documents académiques indisponibles. Fraternité signale que le problème a été décrié par le président de la FNEB lors de la cérémonie du bilan de l'an 2 de l'équipe rectorale. Dans sa réponse, le recteur Félicien Avlessi semble décidé à en finir, mais le calvaire continue pour les étudiants. Le matinal, pour sa part, revient sur l'interdiction de dotation individuelle en carburant aux fonctionnaires de l'État et nous renseigne que des syndicats protestent contre cette décision. C'est moins ce qui ressort du communiqué final de la séance de concertation tenue par les secrétaires généraux d'une dizaine de syndicats de l'administration publique le mardi 19 mars 2024. Va-t-on vers un bras de fer entre le directeur national du contrôle financier et les agents de l'administration publique, s'interroge le quotidien, qui trouve que l'on est bien tenté de répondre par l'affirmative à cette interrogation au regard des clarifications apportées par les syndicats de l'administration. Dans le communiqué consulté par le matinal, dûment signé par les patrons syndicaux de l'administration publique, les agents ont relevé le flou artistique et la confusion malicieusement entretenue dans la note, ce qui donne lieu à diverses interprétations et alimente la polémique. Ils s'insurgent entre autres contre le fait que la note n'a fait référence à aucun test législatif et réglementaire en vigueur. Mieux, ils mettent au défi le signataire de la note de prouver qu'une pratique budgétaire est antérieurement interdite par les tests en vigueur. Le porte-parole du gouvernement était face à la presse ce mercredi 20 mars 2024 à Parakou, nous apprend la Nation qui précise qu'à l'occasion, plusieurs sujets liés à l'actualité sociopolitique au Bénin ont été abordés. Il a été, entre autres questions, des garanties relatives à la préservation des acquis du régime de la rupture. Selon le porte-parole du gouvernement, jamais le Bénin n'aura connu autant et à la fois de chantiers de développement dans tous ses départements depuis son accession à l'indépendance. Si vous observez, vous constaterez que l'argent, au lieu de se retrouver dans des poches privées, va vers les chantiers qui améliorent le quotidien des populations. Ce qui allait à la corruption va de plus en plus dans les projets de développement, que ce soit pour l'eau potable, l'électricité, les cantines scolaires, les infrastructures. Des actes majeurs sont aujourd'hui posés, a-t-il affirmé dans la colonne du quotidien du service public. Au regard de tout cela, je peux vous donner une certitude. Le président Patrice Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance qui améliore la vie des populations, qui améliore le devenir de notre pays. C'est à ça et à ça seul qu'il est candidat pour 2026, a-t-il laissé entendre.
À en croire Wilfried Léandre Humbedji, certains citoyens qui, en 2016, n'étaient pas pro-talon, mais qui sont des observateurs honnêtes, se préoccupent de l'après-talon. Au regard de l'ampleur des réalisations, ils reconnaissent avoir mal jugé ou jugé avec précipitation le chef de l'État parce que les résultats parlent pour lui. En politique, le pays émergent lance une alerte à travers sa manchette. Dans la perspective des élections générales de 2026 et pour conquérir le pouvoir, les démocrates doivent se méfier des partis taupes et citent les partis qui n'inspirent pas confiance. Pour le journal, le jeu des alliances autour de la gauche béninoise amène à craindre une débâcle électorale. Des ralliements de circonstances à leur tête des partenaires politiques indésirables. Pour la parution, le parti Les Démocrates est aujourd'hui un label politique unique. Une réputation à maintenir intacte pour éviter la descente aux enfers. Dans le cadre des élections générales de 2026, les batailles s'annoncent rangées entre les partis, prévient le quotidien. Avec la promulgation du nouveau code électoral, les deux partis de la majorité présidentielle, le Bloc républicain et le non-progressiste, le Renouveau, annoncent déjà les couleurs pour confisquer le pouvoir selon le quotidien. Mais comment l'opposition compte-t-elle conquérir le pouvoir, s'interroge le journal. C'est vrai qu'en politique, c'est l'addition qui compte. L'autre chose aussi est que toutes les additions ne sont pas bonnes. Il faut savoir choisir les partenaires en fonction des ambitions, conclut le pays émergent. Merci de votre aimable attention.